Mon père a affirmé que je n'avais pas le caractère pour diriger l'entreprise familiale et la confier à mon frère. Ce qu'il n'avait jamais imaginé, c'est que je possédais tous les brevets et que j'utiliserais ce pouvoir pour leur démontrer qui faisait réellement tourner l'entreprise. J'ai 32 ans, je suis un homme et, au cours de la dernière décennie, j'ai travaillé comme ingénieur en développement de produits dans l'entreprise de ma famille, Solutions Industrielles Lefebvre. Notre secteur n'est ni glamour ni médiatisé. Nous produisons des équipements spécialisés pour les usines industrielles, des composants pour bandes transporteuses, des systèmes de tri automatisés, des outils de fabrication sur mesure. Rien de luxueux, mais une activité stable. Mon père a bâti cette entreprise à partir de rien il y a 40 ans. Il a commencé dans un petit garage en banlieue parisienne avec un vieux tour et de nombreuses heures de travail. Peu à peu, après 2 décennies d'un effort presque surhumain, la société a grandi pour devenir une usine de plus de 4000 m², située dans une zone industrielle près de Lyon, avec 85 employés répartis en 3 équipes et un chiffre d'affaires annuel avoisinant les 4 140 000 €. Il adorait raconter cette histoire lors des réunions de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon ou lors de dîners avec des associations d'entreprises. C'était son propre rêve devenu réalité, mais l'âge a commencé à se faire sentir. Il a eu 68 ans l'année dernière et sa santé a commencé à se détériorer rapidement. Problèmes cardiaques, hypertension, risques sérieux. Selon le médecin, il devait déléguer ses responsabilités ou faire face à un éventuel accident majeur. Et c'est là qu'entre en scène mon frère cadet, Séraphin. Séraphin a 28 ans, un diplôme d'école de commerce et la capacité de toujours paraître bien en place sans jamais fournir le moindre effort. Il a passé ses années d'études à assister à des événements mondains, des conférences et des activités de réseautage plus qu'au cours, mais cela n'avait pas d'importance. Depuis son plus jeune âge, il était l'élu pour reprendre le rôle de successeur. Papa plaisantait souvent en disant que Séraphin était pratiquement né avec une cravate, saluant tout le monde comme s'il était sur un salon professionnel. Pendant que je passais des heures à l'atelier à faire des tests, à concevoir des pièces, couverts de copeaux de métal et entourés d'outils, Séraphin parcourait les salons industriels, jouait au golf avec des clients et publiait des photos de dîners coûteux sur ses réseaux professionnels. La différence entre nous était évidente. J'étais celui qui créait, ajustait et résolvait les problèmes. Lui, l'image publique, le sourire en réunion. Papa n'avait pas besoin de dire explicitement qui hériterait des commandes. Cela se voyait dans la manière dont il nous présentait. Quand quelqu'un posait des questions sur l'avenir de l'entreprise, il répondait toujours avec fierté, « Séraphin se prépare à prendre la relève. Il a la fibre entrepreneuriale pour ça. » De moi, le maximum qu'il disait était que j'étais l'ingénieur talentueux, celui qui faisait des merveilles à l'atelier. Jamais l'héritier, jamais le successeur, juste l'outil technique dont il ne savait que dire. La vérité, c'est que mon frère a toujours eu du charme, de la prestance et ce genre d'assurance qui convainc n'importe quelle assemblée, même quand il ne comprend pas bien les détails techniques. Moi, en revanche, j'étais le type silencieux qui, en réalité, faisait tout fonctionner. Quand j'ai rejoint l'entreprise après avoir terminé mes études d'ingénieur, la situation était très différente. Solutions Industrielles Lefebvre avait à peine une douzaine de produits standards, presque tous des versions économiques de modèles concurrents. Rien d'innovant, rien qui nous distinguait au-delà de proposer des prix légèrement inférieurs. Nous ne concurrencions que par le coût, en réduisant les marges et en nous soumettant à une pression constante. Un mauvais trimestre aurait pu nous mettre au bord du dépôt de bilan. Cela a changé avec le temps grâce à mon travail. En 10 ans, j'ai conçu 47 produits et améliorations originaux. Ce n'étaient pas de simples ajustements, c'étaient des systèmes complets créés de A à Z pour résoudre des problèmes que nos clients ne savaient même pas qu'ils pouvaient solutionner. J'y suis parvenu avec des nuits blanches, des prototypes ratés, des tests interminables et l'obstination de ne rien laisser d'imparfait. Quelques exemples. Premièrement, le bras automatisé RS7. Je l'ai créé de toutes pièces après avoir observé pendant des semaines comment les travailleurs d'une usine triaient manuellement des pièces pendant 8 heures d'affilée. Mouvements répétitifs, fatigue extrême et erreur constante. J'ai conçu un bras pneumatique avec des capteurs optiques capables d'identifier, de trier et d'organiser les composants automatiquement. Cela m'a pris 4 mois de travail, mais une fois mis en place, les délais ont été réduits de 60% et les blessures dues aux efforts répétitifs de 80%. Il est devenu notre produit le plus vendu en seulement 6 mois. Deuxièmement, le système modulaire de jonction pour bandes transporteuses. Auparavant, chaque installation nécessitait des conceptions différentes et coûteuses. Si un client voulait modifier sa ligne,
il devait pratiquement acheter un nouveau système. J'ai développé un ensemble modulaire qui permettait de réorganiser la configuration comme s'il s'agissait de blocs de construction. Changer les trajets, ajouter des embranchements, réorganiser les flux. Tout n'était qu'une question d'échange de modules. Les installations qui prenaient des jours auparavant se terminaient en quelques heures. Troisièmement, l'outil d'alignement de précision. Un client se plaignait que l'installation de nos machines prenait 3 jours en raison de la difficulté à obtenir un alignement parfait. J'ai imaginé un système laser avec retour d'informations en temps réel. Il a réduit les délais à 4 heures et éliminé le besoin d'équipes d'installation hautement spécialisées. Quatrièmement, le système de montage avec amortissement des vibrations. Je l'ai développé après avoir visité une usine où notre équipement générait des résonances qui affectaient la structure du bâtiment. J'ai analysé le problème et construit un système de support qui absorbait les vibrations et maintenait la stabilité même avec des charges irrégulières. Toutes ces conceptions, et bien d'autres, étaient enregistrées à mon nom. Les brevets étaient à moi, pas à l'entreprise. Je n'avais pas la prétendue vision entrepreneuriale que mon père idolâtrait chez Séraphin, mais j'avais ce qui soutenait réellement la société, l'innovation. Et ce que mon père n'a jamais vu venir, c'est que cela allait changer le cours de tout. Il m'a fallu environ 2 semaines de tests avec différents matériaux et combinaisons possibles pour obtenir un support capable d'absorber près de 90% des vibrations produites pendant le fonctionnement. J'ai ainsi résolu le problème qui nous compliquait la vie depuis des mois et, en même temps, j'ai ouvert une toute nouvelle opportunité pour installer ce type d'équipement dans des bâtiments anciens où il était auparavant impossible de respecter les exigences structurelles. J'ai également développé le boîtier modulaire pour les systèmes de ventilation industrielle. L'idée est venue parce que les clients demandaient des solutions de filtration plus spécifiques, mais ne pouvaient pas toujours se permettre une conception entièrement sur mesure à chaque fois. Ma proposition permettait d'échanger différents types de filtres sans changer tout le boîtier. C'était un concept simple en apparence, mais personne d'autre ne l'avait mis en œuvre. Et ce n'est qu'une fraction de mes contributions. Le système de changement rapide d'outils, la matrice intelligente de surveillance thermique, le mécanisme de lubrification automatique qui prolongeait la durée de vie de l'équipement de 40%, le contrôleur d'arrêt d'urgence qui respectait les nouvelles normes de sécurité avant même leur publication. Je pourrais continuer. Au total, ce furent 47 produits, tous documentés, conçus, prototypés, testés et ajustés par moi personnellement. Il y avait des projets auxquels j'investissais des semaines, d'autres qui nécessitaient des mois complets d'expérimentation. J'analysais chaque point de défaillance possible, corrigeais tout ce qui était nécessaire et répétais le processus jusqu'à ce que ce soit parfait. Mon père passait parfois à l'atelier, demandait vaguement comment les choses avançaient, puis allait discuter avec Séraphin pour examiner les chiffres de vente. Ce que ma famille ignorait, c'est que chacune de ces innovations avait été brevetée par moi et à mon nom, pas à celui de Solutions Industrielles Lefebvre. Oui, toutes sans exception. Quand j'ai commencé à y travailler, fraîchement diplômé en ingénierie, j'ai essayé de convaincre mon père d'engager un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. Je lui ai parlé de l'importance de protéger nos idées au fur et à mesure que nous les développions, mais il a immédiatement rejeté l'idée. Selon lui, les coûts étaient absurdes, des milliers d'euros par dépôt, plus des frais de maintenance réguliers et d'éventuels frais juridiques en cas de litige. Pour une petite entreprise, disait-il, cela n'en valait pas la peine. J'ai tenté de lui expliquer que, bien gérés, les brevets pouvaient devenir des actifs précieux, protéger nos avantages concurrentiels et même générer des revenus de licence. Cela n'a servi à rien. Il me répondait toujours avec ce sourire patient qu'il adopte quand il pense que l'on ne comprend pas comment fonctionne le monde des affaires. Tu es un ingénieur, pas un entrepreneur, disait-il. Fais-moi confiance. Nous garderons nos innovations comme secret de fabrication. Cela fonctionne parfaitement. Le problème, c'est que les secrets de fabrication ne fonctionnent que s'ils peuvent rester secrets. Dans notre secteur, quand vous vendez un équipement, n'importe qui peut le démonter et l'analyser. La concurrence copiait nos produits depuis des années et sortait des versions économiques qui réduisaient nos marges. J'ai donc pris la décision de mon propre chef. En utilisant mon temps libre et mon propre argent, j'ai commencé à déposer des demandes de brevets auprès de l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. J'ai appris tout le processus en lisant des guides officiels et des manuels. C'était fastidieux et assez technique, mais je suis doué pour suivre les procédures. Les premières demandes furent un désastre. Erreurs dans les revendications, formats incorrects, rejets qui m'ont obligé à refaire des documents et à les renvoyer. Mais à la 5e ou 6e,
je maîtrisais le système. Chaque brevet coûtait, en taxes pour les petites entités, entre 2 760 et 4 600 € supplémentaires si je voulais qu'un avocat le révise. Comme je ne pouvais pas me payer cette expertise, je me suis occupé de tout moi-même, en espérant que ça se passe bien. Et la plupart du temps, ça a fonctionné. En une décennie, j'ai investi environ 46 000 € de ma propre poche. De l'argent que j'aurais très bien pu utiliser pour l'acompte d'un appartement, pour acheter une meilleure voiture ou pour toute autre chose. Mais je croyais en la protection de nos idées, même si mon père ne le voyait pas comme une priorité. L'ironie, c'est qu'il savait parfaitement ce que je faisais. Je ne l'ai jamais caché. Lors des dîners de famille, quand quelqu'un demandait sur quoi je travaillais, je le mentionnais sans grand mystère. Je viens de déposer une autre demande pour le nouveau module transporteur. Je recevrai peut-être une réponse dans 1 an et demi. Mon père avait l'air distrait et changeait de sujet. Ma mère commentait que j'étais très dévoué. Séraphin consultait son portable sans grand intérêt. Je lui ai même montré quelques lettres d'approbation. Regarde, le brevet FR 9 247 883 vient d'être approuvé. C'est celui du bras de tri RS7. Il y jetait à peine un œil. C'est bien, mon fils. Continue comme ça. L'aspect technique ne l'a jamais intéressé. C'était un homme de vision globale, vente, relations clients, prévision de revenus. Tout ce qui n'avait pas d'impact direct sur les chiffres du trimestre lui semblait sans importance. La même chose s'est produite avec le contrat de travail que j'ai signé en commençant. Mon père avait téléchargé un modèle sur Internet, l'avait rempli avec mes informations de base et m'avait demandé de le signer. 5 pages de clauses sur les horaires, les congés et les responsabilités générales. Je l'ai entièrement relu avant de signer, manie d'ingénieur de lire tout le manuel avant d'utiliser une machine, et j'ai remarqué qu'il n'y avait absolument rien concernant la propriété intellectuelle, aucune clause de cession des droits d'invention, rien sur les brevets ni les secrets de fabrication. Je lui ai fait remarquer, ce contrat ne dit rien sur les droits de propriété intellectuelle. Ne devrions-nous pas ajouter quelque chose? Il a balayé ma remarque d'un revers de main. Nous sommes une famille, nous n'avons pas besoin de ce genre de choses. Ce que tu fais pour l'entreprise appartient à l'entreprise. C'est sous-entendu. Mais ce qui est sous-entendu n'a aucune valeur légale. C'était juste une supposition. Une supposition qui, à ce moment-là, ne m'a pas inquiété, car j'imaginais qu'avec le temps, je deviendrais associé ou même l'héritier naturel de l'entreprise. Mon effort, ses ventes, tout resterait en famille. C'était l'idée. Je n'ai jamais pensé que mon père changerait complètement de cap et déciderait de tout confier à Séraphin tout en me traitant comme un employé dont on pouvait se passer. Cette illusion a duré 10 ans, jusqu'à ce que mon père nous réunisse pour annoncer son plan de succession. Un dimanche après-midi, il a convoqué une réunion obligatoire à la maison. Nous étions tous là, ma mère, Séraphin, moi et même notre cousin Isidore, qui s'occupait des ventes. Mon père s'est placé au bout de la table de la salle à manger avec ce sérieux qu'il emploie lorsqu'il doit communiquer quelque chose d'important. « Je vais me retirer des affaires », a-t-il annoncé. Problème de santé, recommandation médicale. Vous savez comment c'est. Quelqu'un doit prendre le poste de directeur général. J'anticipais déjà la suite. Séraphin s'est installé sur sa chaise, essayant de paraître humble, mais l'excitation brillait dans ses yeux. J'y ai mûrement réfléchi, a poursuivi mon père. Diriger une entreprise demande du leadership, des relations avec les clients et une vision stratégique. Les compétences techniques sont importantes, mais pas suffisantes. Il m'a regardé droit dans les yeux. Tu es un excellent ingénieur. Personne n'avait de mal à admettre l'évidence. Pour eux, je n'avais tout simplement pas ce qu'il fallait pour diriger une entreprise. Pendant des années, ils avaient répété cette idée avec différentes nuances, mais ce jour-là, ils l'ont dit ouvertement, sans détour. Selon mon père, je manquais de qualité sociale, de vision stratégique et de la capacité à comprendre le monde réel des affaires. Pour couronner le tout, il a affirmé que Solutions Industrielles Lefebvre avait besoin d'un type de leadership que je ne pourrais jamais offrir. Il a dit tout cela avec une tranquillité qui montrait qu'il se convainquait de cette conclusion depuis longtemps. Pendant qu'il parlait, je pouvais voir Séraphin essayer d'adopter une expression d'empathie qui ne lui venait jamais naturellement. On voyait qu'il savourait chaque seconde, même s'il feignait de se soucier de mes sentiments. Ma mère, de son côté, hochait la tête encore et encore,
comme si tout cela était une vérité universelle qui avait toujours été sur la table. Je savais qu'elle adorait l'idée de stabilité, de structure, d'apparences familiales impeccables. Et Séraphin représentait exactement ce qu'elle considérait comme un fils modèle. Mon père a continué son discours, expliquant que Séraphin avait passé toute sa vie à se préparer pour ce rôle, qu'il comprenait la logique des affaires, qu'il connaissait chacun de nos clients importants et qu'il avait la bonne personnalité pour prendre les commandes. Il n'y a eu ni pause ni espace pour la discussion. Il a annoncé immédiatement que Séraphin serait le nouveau directeur général de Solutions Industrielles Lefebvre. La réaction a été immédiate. La pièce a éclaté en félicitations qui semblaient répétées. Ma mère s'est précipitée pour l'embrasser avec un enthousiasme débordant. Isidore lui a serré la main avec un large sourire et mon père l'a regardé avec une fierté exagérée, comme s'il venait de placer la dernière pièce d'un puzzle qu'il construisait depuis des décennies. Tous célébraient une décision qu'ils considéraient apparemment parfaite. Pendant ce temps, je ne disais rien. Je pensais seulement aux 47 brevets rangés dans un classeur chez moi. Des brevets développés pendant des nuits blanches, des week-ends entiers enfermés devant des prototypes, des calculs interminables. Des brevets qu'ils ne s'étaient jamais donné la peine de lire ou de comprendre. Des brevets qui, ironiquement, étaient la raison pour laquelle l'entreprise existait encore. Une objection, a demandé mon père en me regardant droit dans les yeux. Aucune, ai-je répondu sans hésiter. Vous avez raison. Je n'ai pas ce qu'il faut pour diriger une entreprise. Cette réponse l'a déconcerté. Peut-être s'attendait-il à ce que je discute, que je défende mon travail, que j'essaie de prouver quelque chose, mais je n'ai rien fait de tout cela. En fait, j'ai acquiescé avec un calme que je n'avais jamais montré dans ces réunions. C'était exactement ce que j'avais besoin qu'il pense, que j'acceptais sans résistance la place où il comptait me mettre. Alors, Séraphin a pris la parole, et le spectacle a commencé. Il a prononcé un discours rempli de phrases qui sonnaient bien mais ne signifiaient absolument rien. Il a parlé de s'étendre sur de nouveaux marchés, de renforcer les relations avec les clients, d'optimiser les processus internes, de créer des synergies et d'élever la proposition de valeur. Il a dit tout cela avec une assurance impressionnante, sans offrir la moindre explication concrète. C'était comme écouter quelqu'un répéter des concepts mémorisés d'un livre de management sans vraiment comprendre comment les appliquer. Pendant 15 minutes, Séraphin a déversé une avalanche de mots-clés, de gestes exagérés et de promesses vides que personne dans l'assistance n'a remis en question. Quand il a mentionné qu'il comptait adopter des processus d'innovation disruptive, j'ai failli rire. Il n'avait aucune idée de ce que ce terme signifiait dans le contexte d'une entreprise dédiée à la fabrication de composants industriels. Il a aussi parlé d'alliances stratégiques sans mentionner un seul partenaire potentiel et a assuré qu'il allait révolutionner le marché sans décrire une seule étape pour y parvenir. Mes parents le regardaient comme s'il assistait à un discours historique. Isidore hochait la tête avec admiration. Personne ne semblait remarquer qu'il disait beaucoup de choses sans rien dire du tout. Mais je connaissais bien Séraphin. Il avait toujours été un maître des apparences. Quand il a terminé, il y a eu un bref silence. J'ai alors posé la seule question qui comptait vraiment. Et qu'en est-il du département d'ingénierie ? Séraphin m'a adressé le sourire le plus étudié de son répertoire, celui qu'il utilisait avec les clients exigeants pour donner l'impression d'être un professionnel impeccable. C'est là que tu interviens, mon frère, a-t-il répondu. Tu continueras à faire ce que tu sais faire de mieux. Concevoir des produits. Je m'occuperai de la stratégie, des relations commerciales, de l'expansion et de tout ce qui implique des responsabilités au niveau de la direction. Donc, pour moi, rien ne change. Exactement, a-t-il confirmé avec enthousiasme. Tu continues d'innover et je dirige la croissance. Une division parfaite des rôles. Chacun apporte ses forces. Ça a l'air idéal, ai-je répliqué en gardant le même calme. Ma mère a poussé un soupir de soulagement, convaincue que je ne créerais pas de conflit. Mon père semblait satisfait de mon acceptation du nouvel ordre, et Séraphin avait sur le visage l'expression de quelqu'un qui se sent victorieux sans effort. Ce soir-là, en rentrant dans mon appartement, j'ai ouvert le classeur où je gardais tous mes brevets et j'ai examiné chacun d'entre eux. Je les ai regardés d'un autre œil, non pas comme des inventions ou des réalisations personnelles, mais comme des pièces maîtresses d'un puzzle juridique. Tous étaient à mon nom, officiellement approuvés, avec les frais de maintenance payés de ma poche, 1 472 € après 3 ans et demi, 3 312 € après 7 ans et demi, 6 808 € après 11 ans et demi. C'était un investissement énorme que j'avais toujours assumé seul.
J'ai passé le week-end à lire la législation sur la propriété intellectuelle, les licences d'utilisation et les accords commerciaux, et j'ai découvert quelque chose que j'aurais dû prendre au sérieux des années plus tôt. Quand vous êtes propriétaire d'un brevet, vous êtes la seule personne ayant le droit de fabriquer, d'utiliser ou de vendre cette invention. Si quelqu'un d'autre le fait sans votre autorisation, il enfreint la loi. Et Solutions Industrielles Lefebvre produisait mes conceptions depuis une décennie sans aucun contrat de licence. Je n'en avais jamais demandé un parce qu'il s'agissait de ma famille. Je pensais que nous partagions des objectifs, que nous étions une équipe, mais la loyauté basée sur des suppositions est un piège. Le lundi, je suis retourné au bureau sans rien changer à ma routine, comme si tout était en ordre. Séraphin était déjà installé dans l'ancien bureau de mon père. L'endroit était méconnaissable. Il s'était débarrassé du style fonctionnel et austère qui caractérisait mon père, le remplaçant par des meubles modernes, un immense bureau en verre, une machine à café de luxe et plusieurs affiches de motivation sur le leadership. Il avait également accroché son diplôme dans un cadre tape à accent grave-l'œil et une photo où il serrait la main d'un élu local lors d'un événement de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Il avait aligné sur les étagères des livres de gestion d'entreprise, tous semblant fraîchement achetés et jamais lus. Dès son premier jour en tant que PDG, il avait engagé une assistante et programmait déjà des réunions avec des clients importants. Il prévoyait de faire une tournée pour se présenter comme la nouvelle figure d'autorité et inspirer confiance. Pendant qu'il se consacrait à son spectacle, je me suis rendu à l'atelier et j'ai commencé à travailler sur quelque chose de bien plus sérieux, rassembler des preuves. J'ai examiné chaque produit que nous fabriquions, les associer à mes numéros de brevet, vérifier les commandes des clients, les contrats en vigueur et même l'équipement utilisé pour la production. Ce furent 3 jours de travail minutieux. Quand j'ai terminé, la situation était irréfutable, 78% des revenus de l'entreprise provenaient directement de produits que j'avais conçus et brevetés. Le bras de tri RS7 représentait 35% des ventes annuelles, soit environ 200 unités par an à 6 900 € pièce. Le système modulaire de transport ajoutait 20% supplémentaires, avec des contrats allant de 46 000 à 184 000 €. Le reste se répartissait entre des produits mineurs et des solutions personnalisées. Pendant ce temps, les gammes traditionnelles que mon père avait vendues pendant des décennies ne généraient qu'à peine 15% des revenus, avec des marges très faibles en raison de la concurrence étrangère. La réalité était claire, les clients cherchaient de la vraie technologie, des solutions efficaces et des produits innovants. Ils ne voulaient plus du basique, ils voulaient ce que j'avais créé. Solutions Industrielles Lefebvre était passé du statut de fabricant de produits de base à celui d'une entreprise reconnue pour sa capacité à innover. Et cette transformation ne s'était pas faite par hasard. Toute la base de cette innovation reposait dans mon classeur personnel, 47 brevets approuvés par l'État, enregistrés à mon nom et protégés légalement. Pendant ces jours, alors que j'observais la nouvelle structure se mettre en place dans l'entreprise, j'ai commencé à avancer mes propres pions. J'ai passé plusieurs appels stratégiques, contactant notamment le chef de l'ingénierie de manufacture Duval, notre plus grand concurrent. Ce fut une conversation en apparence informelle, du genre où l'on s'enquiert de l'état de l'industrie et où l'on mentionne, presque en passant, qu'on envisage peut-être de nouvelles opportunités de carrière. Sa réaction a clairement montré son intérêt immédiat. Vraiment, a-t-il répondu. Cela fait un moment que nous essayons de comprendre comment Solutions Industrielles Lefebvre parvient à offrir de meilleures technologies tout en maintenant des prix compétitifs. Si vous êtes disponible, nous devrions en discuter tranquillement. J'ai fait de même avec 3 autres concurrents. Tous savaient qui j'étais, connaissaient mon travail et étaient parfaitement conscients que les principales gammes de produits de l'entreprise reposaient sur mes conceptions. Le mercredi, j'avais déjà une vision d'ensemble assez solide. Pendant ce temps, Séraphin vivait sa première semaine en tant que directeur général. Il s'est consacré à visiter les clients, à parler de continuité opérationnelle et à renforcer les relations commerciales. Dans presque toutes ces réunions, il emmenait Isidore, ce qui était logique. Lui connaissait les clients et pouvait mieux gérer les conversations que Séraphin dans les moments tendus. À l'usine de production, tout continuait à fonctionner en pilote automatique. Les commandes étaient honorées, les équipements assemblés, en apparence, il n'y avait aucun signe de problème. Le vendredi après-midi, Séraphin a convoqué tout le personnel à une réunion générale. Il a rassemblé les employés dans l'entrepôt, et monté sur un chariot élévateur pour que tout le monde puisse le voir et a prononcé un discours sur l'avenir de Solutions Industrielles Lefebvre. Nous ne sommes pas seulement une entreprise de fabrication, a-t-il déclaré. Nous sommes un fournisseur de solutions. Nous allons nous concentrer sur l'expérience client,
sur le renforcement des relations et sur le fait de devenir le partenaire dont nos clients ont besoin. Je pouvais voir les visages des employés de l'entrepôt. Ils ne comprenaient pas pourquoi il parlait de devenir le partenaire de confiance, alors que c'était précisément ce qu'ils faisaient déjà en fabriquant les produits dont ces entreprises avaient besoin pour fonctionner. C'était littéralement l'essence de notre activité. Je sais que les changements peuvent être compliqués, a-t-il poursuivi, mais avec la bonne stratégie et le bon leadership, Solutions Industrielles Lefebvre atteindra des niveaux que nous n'avions jamais imaginés. Quelqu'un a posé une question sur la gamme des nouveaux développements. Il voulait savoir si des produits supplémentaires étaient en cours de conception. Séraphin a souri, a tourné la tête vers moi et a répondu « Notre département d'ingénierie, dirigé par mon frère, continue de développer des solutions innovantes de grande qualité. » J'ai acquiescé, bien que je sache parfaitement que le département d'ingénierie se composait de moi et de 2 jeunes techniciens qui, en réalité, s'occupaient presque exclusivement des tests. À la fin de la réunion, Séraphin s'est approché de moi. Je sais que ce changement peut te paraître étrange, mais papa a pris la bonne décision, m'a-t-il dit. Tu es brillant comme ingénieur, mais diriger une entreprise requiert des compétences totalement différentes. Je sais, ai-je répondu. Exactement. Alors travaillons ensemble. Tu t'occupes de la technique, moi des affaires, et nous en sortirons tous les 2 gagnants. Comme tu veux, ai-je répondu. Son expression reflétait un soulagement. Il a probablement cru que j'avais accepté de rester dans l'ombre, à faire fonctionner la partie technique pendant qu'il brillait dans le domaine exécutif. Le soir même, j'ai rédigé un accord de licence professionnelle, clair et tout à fait raisonnable. Solutions Industrielles Lefebvre pourrait continuer à fabriquer et à vendre les produits couverts par mes brevets en échange de 12% des revenus bruts générés par ceux-ci. Rien d'inhabituel, c'était le pourcentage standard dans l'industrie. J'ai également inclus une clause leur permettant de discuter des modifications dans les 30 jours suivants. Le lundi matin, j'ai fait envoyer le document par lettre recommandée avec accusé de réception. J'ai ensuite envoyé des copies à Séraphin au bureau, à mon père chez lui et à l'avocat de l'entreprise, Maître Delaroche. Après cela, il ne restait plus qu'à attendre. Le mercredi, la bombe a explosé. Séraphin a fait irruption dans l'atelier vers 10 heures du matin, agitant le document comme une menace imminente. Il avait le visage rouge et la veine du front palpitante, comme lorsqu'il perd complètement patience. « Qu'est-ce que c'est que ça » a-t-il crié. « Un accord de licence » ai-je répondu calmement. « Pour mes brevets. »« Tes brevets ?» Ces produits appartiennent à l'entreprise. Ce sont des produits que j'ai conçus et qui sont brevetés sous mon nom. Tu peux vérifier les registres officiels de l'INPI si tu en doutes. Il m'a regardé avec incrédulité, comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Tu ne peux pas être sérieux. Tu travailles ici. Tout ce que tu conçois appartient à l'entreprise. Pas selon les demandes de brevets que j'ai déposées, payées et signées moi-même. Et pas non plus selon le contrat de travail que j'ai signé il y a 10 ans. Il n'inclut aucune clause de cession de propriété intellectuelle. Tu veux le voir ? J'ai sorti mon dossier. Le contrat était basique. Salaire, fonction, avantages, rien de plus. Papa avait préféré ne pas investir dans un vrai avocat et utiliser un modèle générique téléchargé sur Internet. Séraphin tremblait. Papa va être au courant. Il l'est déjà. Je lui ai envoyé une copie par courrier recommandé. Il devrait l'avoir reçue hier. C'est du chantage. Ce sont les affaires. J'ai des brevets. Vous voulez les utiliser. Il est normal de signer un accord de licence, et 12% est tout à fait raisonnable. Il a éclaté d'un rire incrédule. As-tu une idée de ce que cela ferait à nos marges? Je sais, j'ai déjà examiné les chiffres. Ce serait un coup dur, oui, mais l'entreprise resterait rentable. Vous auriez simplement à gérer l'opération de manière plus efficace au lieu de dépendre exclusivement de mes innovations. On pourrait te licencier et cesser de fabriquer tes produits. Vous pourriez essayer, ai-je répondu. Mais ces produits représentent près de 78% du revenu total. Alors, vas-y, tu es le directeur, fais ce que tu juges bon. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Rien de cohérent n'en est sorti. Je dois parler à papa, a-t-il finalement dit, avant de partir presque en courant. 2 heures plus tard, mon père s'est présenté à l'entreprise. Il avait l'air fatigué, plus vieilli que dans mes souvenirs.
Les excuses sur sa santé n'étaient finalement pas si exagérées. Il s'est assis avec moi dans la salle de repos. « Que se passe-t-il, mon fils ?» a-t-il demandé à voix basse. « Ce que dit le document », ai-je répondu. « Je suis propriétaire des brevets qui soutiennent les principaux produits de Solutions Industrielles Lefebvre, et je demande un accord de licence équitable. Mais tu as développé ces produits pour l'entreprise. Je les ai développés en travaillant ici, oui, mais j'ai déposé et payé chaque demande de brevet personnellement. Et tu le savais. Tu te souviens de toutes ces soirées où je parlais des démarches pendant le dîner. Papa a agité la main comme pour minimiser l'importance. Je pensais que c'était juste de la paperasse technique. Mais ce n'en était pas, et il était trop tard pour l'ignorer. C'était de la documentation technique, pas de simples plans ou des notes éparses, mais un ensemble complet de fichiers, de rapports, de descriptions de processus et de registres de tests qui étayaient avec une précision chirurgicale chacune des inventions que j'avais développées pendant des années. Et le plus important de tout, chacune de ces conceptions, prototypes et améliorations étaient légalement inscrites à mon nom. Ce n'étaient pas des idées diffuses ni des brouillons, c'étaient des brevets pleinement en vigueur, avec leurs dates, codes et certifications respectifs. Quand mon père a ouvert le dossier et a commencé à feuilleter les documents, j'ai pu voir le changement exact dans son expression. Il est passé de la sévérité habituelle de l'homme d'affaires à une surprise authentique qui a déformé son visage. C'était comme s'il comprenait seulement à ce moment-là l'ampleur de ce qu'il avait devant lui. « Pourquoi ferais-tu ça ? Nous sommes une famille ?» a-t-il demandé, comme si ce mot était un argument suffisant pour invalider toute décision légale que je prendrais. La famille, le même concept qu'il avait utilisé pour justifier des décisions unilatérales qui m'avaient relégué au bas de la structure de l'entreprise. La même famille qui, quelques jours auparavant, m'avait dit sans embâche que je n'avais pas le profil adéquat pour assumer un poste de direction dans une organisation qui avait en grande partie progressé grâce à mes inventions. La même famille qui avait confié tout le pouvoir à Séraphin comme si je n'existais pas, comme si mes contributions étaient secondaires ou superflues. Et pendant qu'il était célébré comme l'héritier naturel, on me traitait comme un simple technicien, comme un rouage remplaçable. « Tu es un employé », a insisté mon père. Un employé précieux, personne ne le nie, mais au final, tu restes un employé. J'ai pris une profonde inspiration, en gardant mon calme. Exactement. Et c'est justement pour ça que je veux être traité comme il se doit. Les employés qui développent des brevets ne les offrent pas par loyauté, ils les licencient. C'est le fonctionnement de base de toute industrie sérieuse. Mon père s'est pris la tête entre les mains. Il était confus, frustré, presque désespéré de ne pas trouver de solution simple. Il avait passé sa vie à prendre des décisions rapides, habitué à ce que ses ordres soient incontestables. C'était différent. Ici, ce n'était pas lui qui fixait les règles. De combien d'argent parlons-nous, a-t-il finalement demandé. Le calcul est assez direct, ai-je répondu. 12% des revenus bruts générés par les produits brevetés, ce qui représente globalement environ 9% des revenus totaux de Solutions Industrielles Lefebvre. Sa réaction a été presque immédiate, comme si je lui avais jeté un seau d'eau glacée. C'est complètement disproportionné. Nous ne pouvons pas nous permettre une chose pareille. L'entreprise peut parfaitement se le permettre, ai-je expliqué. Ce qu'elle ne peut pas maintenir, ce sont certains luxes. Le salaire gonflé de PDG de Séraphin, les dîners inutilement ostentatoires avec les clients pour paraître prestigieux ou les rénovations interminables des bureaux. Mais l'opération en tant que telle est rentable, très rentable, grâce à ses conceptions. Mon père a serré les lèvres. Tu essaies de nous punir pour avoir donné la société à Séraphin. Non, ai-je corrigé d'une voix ferme. Je réclame une compensation juste pour l'utilisation de ma propriété intellectuelle. Si vous ne voulez pas payer de licence, vous pouvez cesser de fabriquer mes produits, vous pouvez me licencier, vous pouvez m'effacer de l'histoire de l'entreprise, tout ce que vous voulez. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est continuer à utiliser mes brevets sans payer. Le silence qui a suivi était dense, presque inconfortable. Il a pris une profonde inspiration, clairement abattu face à une situation qu'il n'avait pas prévue. Je vais parler à notre avocat. Je verrai quelles options nous avons. Parfait. Vous avez 30 jours. Passé ce délai, je prendrai des mesures plus fermes pour faire valoir mes droits. Je l'ai vu quitter le bureau et, un instant, j'ai eu l'impression qu'il portait 10 années de plus sur ses épaules. Ce qui a suivi furent des jours étranges, remplis de tension. Séraphin évitait de me croiser dans les couloirs,
probablement parce qu'il savait que toute conversation serait inévitablement gênante. Mon père, de son côté, a commencé à fréquenter davantage l'usine de production, discutant à huis clos avec l'avocat de l'entreprise. J'essayais de ne pas y prêter trop attention, mais il était clair qu'il tentait de trouver une faille juridique pour invalider mes enregistrements. Il n'en trouverait aucune. Isidore s'est approché une fois, presque timidement. « Tu vas vraiment aller jusqu'au bout avec ça ? » « Absolument, » ai-je répondu sans hésiter. « Mais c'est l'entreprise familiale. » Alors la famille aurait dû me traiter comme tel, et non comme de la main-d'œuvre bon marché. Pendant qu'ils entraient en crise en interne, je discutais depuis des semaines avec Manufacture Duval, l'une des plus grandes sociétés du secteur. Ils avaient été surpris de voir la quantité et la qualité des brevets à mon nom et étaient prêts à offrir quelque chose de concret en échange de mon intégration dans leur équipe. Le PDG lui-même m'a appelé personnellement. Nous suivons les produits de Solutions Industrielles Lefebvre depuis des années. Nous savions que quelqu'un à l'intérieur innovait de manière extraordinaire. Nous pensions que c'était toute une équipe. Nous n'imaginions pas que c'était une seule personne. Une seule, ai-je répondu. Si vous nous rejoignez, pourriez-vous apporter ces innovations avec vous ? Ça dépend. Les brevets sont à moi, donc oui, je pourrais les licencier à qui je veux, mais nous devons discuter d'une offre à la hauteur de la valeur que j'apporte. Que cherchez-vous exactement ? Je lui ai expliqué chaque point clairement. Un salaire de base 40% plus élevé, des avantages sociaux complets, une participation au capital et une autonomie totale sur le département d'ingénierie. Je ne voulais pas rejoindre une autre entreprise pour être à nouveau relégué au second plan. Si j'acceptais un nouveau chemin, ce serait en tant que pièce maîtresse. Pas comme un accessoire. Ambitieux, a-t-il dit, non pas avec dédain, mais avec reconnaissance. Mon portefeuille l'est aussi, ai-je répondu. Je vais parler au conseil d'administration. Vous aurez des nouvelles avant la fin de la semaine. Ils ont tenu parole. Ils m'ont appelé 2 jours plus tard et ont envoyé une offre formelle par écrit. Elle n'incluait pas seulement tout ce que j'avais demandé, mais ajoutait une prime à la signature équivalente à plus d'1 an de mon salaire actuel. Je n'ai pas signé immédiatement. J'ai gardé la lettre sur mon bureau. C'était mon plan de secours et mon assurance. Puis est arrivé le 25e jour du délai. Séraphin est apparu à l'atelier avec une expression entre le défi et la nervosité. « Nous n'allons pas te payer de licence », a-t-il lâché sans détour. Notre avocat dit que nous pouvons contester ça. Qu'il existe des précédents où les inventions développées par un employé deviennent automatiquement la propriété de l'entreprise. Je me suis appuyé sur la table sans perdre mon calme. Ton avocat se trompe, mais allez-y, portez l'affaire devant le tribunal. Je suis prêt. Tu ne pourrais pas te permettre un procès pour violation de brevet. En fait, si. Manufacture Duval a offert de couvrir mes frais juridiques en échange de droits de licence exclusifs. Tu veux voir la lettre d'offre ? Son visage a pâli en quelques secondes. Tu ne ferais pas ça. C'est très simple, Séraphin. Si vous voulez continuer à utiliser mes brevets, vous payez les 12%. Si vous décidez de vous battre devant les tribunaux et que vous perdez, ce qui est le plus probable, alors je licensierai tout à Duval, et ils auront l'exclusivité pour fabriquer précisément les produits qui ont maintenu Solutions Industrielles Lefebvre en vie. Vous recommencerez à produire les pièces génériques que nous fabriquions il y a 10 ans et vous perdrez le marché qui a été construit grâce à mon travail. Tu vas détruire l'entreprise que papa a bâtie. Papa l'a détruite quand il a décidé que son fils préféré devait la diriger sans rien comprendre au domaine technique. Je ne fais que réclamer ce qui appartient légalement à son créateur. Séraphin est resté immobile, comme s'il cherchait désespérément une issue qui n'existait pas. Pour la première fois, il a compris que sa capacité à être sympathique ne lui servirait à rien ici. Ce n'était pas une négociation sociale, c'était la loi. Je dois parler à papa, a-t-il dit enfin. Donne-moi 5 jours. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement acquiescé. Nous savions tous les deux qu'ils étaient contre la montre. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'avocat de l'entreprise. Il voulait me rencontrer. Pas pour discuter de propriété, ni pour contester des juridictions, ni pour menacer de contre-poursuite. Il voulait parler de conditions. Cela ne signifiait qu'une chose, ils avaient vraiment examiné les lois et la réalité les avait frappés de plein fouet. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville. Il s'est présenté comme maître de la Roche, un homme élégant d'une 50aine d'années,
avec l'expression épuisée de quelqu'un qui préférerait être n'importe où ailleurs. Vos brevets sont parfaitement valides, a-t-il dit sans détour. J'ai consulté un cabinet externe. Tout est en ordre. Solutions Industrielles Lefebvre a utilisé des produits brevetés sans autorisation pendant une décennie. Ça ne me surprend pas, ai-je répondu. Votre père n'a pas compris ce qu'il signait quand vous avez enregistré ces brevets. Mon père a compris ce qu'il voulait comprendre. J'ai fait ce qui était juste. 12% est élevé. Dans l'industrie, on travaille normalement entre 5 et 8%. Quand il y a des contrats. Votre client n'en a aucun. Nous parlons d'une utilisation sans licence pendant des années. Envisagez-vous de réclamer des dommages et intérêts rétroactifs? La question m'a fait sourire. Serait-ce recommandé? Nous pourrions calculer le montant, mais cela prendrait des années devant les tribunaux. Je propose de nous concentrer sur un accord pour l'avenir. Nous avons négocié longuement. Il a tenté de baisser le pourcentage à chaque occasion. Il a offert 5%, puis 7%. Je suis resté ferme sur le 12%, lui rappelant de temps en temps l'offre de Duval et le précédent juridique de l'utilisation non autorisée. À un moment, il a murmuré, cette affaire relève plus d'un conflit familial que des affaires. Erreur, lui ai-je répondu. Je suis titulaire de propriété intellectuelle. Il fabrique mes inventions. Ce sont les affaires. Vous allez briser votre relation avec votre famille pour de l'argent. Ils l'ont brisé quand ils ont décidé de me traiter comme un employé dont on peut se passer. Finalement, après plus d'une heure, nous avons établi l'accord final, 10% des revenus bruts générés par les produits brevetés, contrat de 5 ans, possibilité de renégociation future et paiement trimestriel avec un maximum de 30 jours après chaque clôture. Votre père n'est pas du tout content, à 10 mètres de la roche. C'était prévisible. Et votre frère est furieux. J'ai à peine souri. Séraphin n'a jamais su travailler sous pression. C'est pourquoi il n'aurait jamais dû diriger une entreprise qui vit de l'ingénierie réelle et non des apparences. Cette signature marquerait une rupture que beaucoup considéreraient comme irréparable. Le plus curieux, c'est que ce mal était déjà fait depuis longtemps. Je ne l'avais simplement pas compris clairement jusqu'à ce qu'ils révèlent eux-mêmes leurs priorités sans aucune dissimulation. Le lendemain, Maître Delaroche a finalisé l'accord de licence, un document formel, précis, juridiquement solide et totalement conforme à ce dont nous avions discuté. Je l'ai lu, je l'ai signé, puis ce fut le tour de Séraphin, qui l'a fait avec une expression si chargée de rancœur que j'ai cru un instant qu'il allait utiliser le stylo comme une arme. Mon père a également apposé sa signature, bien qu'il ait évité de me regarder à tout moment. Ainsi, en quelques minutes, j'ai cessé d'être un simple employé pour devenir le titulaire des brevets avec un contrat qui équivalait à environ 322 000 € par an. Le premier paiement est arrivé 6 semaines plus tard. Il incluait à la fois le trimestre le plus récent et les mois rétroactifs depuis que j'avais envoyé l'avis de licence initiale. Voir ce virement sur mon compte dépassait toute promotion ou augmentation que j'aurais pu recevoir chez Solutions Industrielles Lefebvre. À partir de ce moment, Séraphin a décidé d'effacer mon existence du fonctionnement quotidien de l'entreprise. Il a cessé de m'inclure dans les réunions, a ignoré mes avis techniques et m'a traité comme si j'étais un fournisseur externe qui occupait simplement un bureau dans le bâtiment. Cela ne m'a pas affecté. Je remplissais mes fonctions d'ingénieur, je touchais mon salaire et je recevais en plus les redevances trimestrielles. En silence, j'ai commencé à préparer mon départ définitif. L'avantage de licencier des brevets est que vous n'êtes pas lié à un seul client. Mon contrat avec Solutions Industrielles Lefebvre n'était pas exclusif. Ils avaient seulement une priorité d'utilisation pour avoir travaillé précédemment avec mes développements, mais rien ne m'empêchait de signer des accords avec d'autres entreprises. 6 mois après la licence originale, j'ai conclu un pacte avec Manufacture Duval, une licence non exclusive en échange de 15% de leurs revenus bruts générés par mes conceptions, plus l'offre d'emploi qui attendait ma décision depuis un certain temps. Ils étendaient leurs opérations et voulaient mes innovations pour stimuler leur compétitivité. Avec cet accord, mes revenus provenaient de 2 sociétés, les 322 000 € projetés de Solutions Industrielles Lefebvre et les près de 257 600 € estimés de Manufacture Duval. Le lundi suivant, j'ai présenté ma démission. Je suis allé directement au bureau de Séraphin, j'ai posé la lettre sur son bureau et j'ai attendu. Il l'a lu 2 fois avant de lever les yeux, rempli d'une rage contenue. « Tu vas chez Manufacture Duval ?» a-t-il demandé. « Oui. »« Tu livres nos solutions à la concurrence ?» « Je ne leur livre rien.
Je leur donne accès à mes solutions. Ne confonds pas les choses. Papa va être anéanti. Papa a eu 10 ans pour me traiter comme faisant partie du projet. Il a choisi de ne pas le faire. Maintenant, il devra vivre avec cette décision. Il a serré les dents. C'est nous qui t'avons fait. Non, j'ai construit mon propre chemin. Vous vous êtes simplement attribué le mérite. Je suis sorti de son bureau sans regarder en arrière. J'ai terminé mes 2 semaines avec le minimum d'efforts légalement acceptable et j'ai commencé chez Manufacture Duval le lundi suivant. La transition a été simple. Je connaissais chaque composant, chaque processus, chaque faille que j'avais corrigée des années auparavant. L'équipe d'ingénierie était compétente et avide d'évoluer. En 3 mois, nous avions déjà adapté mes inventions à leur ligne de production, ce qui nous a permis de capter une part considérable du marché qui appartenait auparavant à Solutions Industrielles Lefebvre. Quand 2 entreprises offrent le même niveau d'innovation, mais que l'une a une meilleure gestion et un meilleur support, les clients changent de fournisseur presque sans y penser. La chute a été immédiate, une baisse de 15% des revenus pour Solutions Industrielles Lefebvre au premier trimestre après mon départ, et 12% de plus le trimestre suivant. Tout n'était pas dû à mon absence, mais une grande partie l'était. Les clients ont réalisé qu'ils pouvaient acquérir exactement les mêmes solutions chez Manufacture Duval et recevoir une attention bien supérieure. Séraphin a tenté de combler mon rôle en engageant de nouveaux ingénieurs. 3 sont passés en à peine 6 mois. Aucun n'était capable de reproduire mon travail, car copier des conceptions n'est pas la même chose que de les comprendre. Ils pouvaient répliquer des schémas existants, mais pas créer de nouvelles avancées. Pendant ce temps, je continuais de percevoir mes paiements trimestriels de Solutions Industrielles Lefebvre, observant comment ils diminuaient à mesure que leurs ventes chutaient, bien que ce ne soit pas mon problème. Manufacture Duval, en revanche, a connu une forte croissance. Nous avons étendu notre présence sur 3 marchés supplémentaires grâce à des versions améliorées de mes développements. Le directeur général a même mentionné des plans d'introduction en bourse de l'entreprise d'ici 5 ans. Ma participation au capital a pris une valeur énorme. 1 an après avoir quitté Solutions Industrielles Lefebvre, j'ai reçu un appel de mon père. C'était le premier depuis la signature de l'accord de licence. Sa voix semblait éteinte, plus fragile. « Pouvons-nous nous voir » a-t-il demandé. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » J'ai accepté avec prudence. Nous nous sommes retrouvés dans le même café où nous avions négocié l'accord. Quand il est arrivé, il semblait être un autre homme, mince, les traits tirés, excessivement vieilli. L'entreprise est en difficulté, a-t-il admis d'emblée. Je sais. Séraphin fait des efforts, mais il n'a pas tes capacités techniques. Sans nouvelles idées, nous ne pouvons pas être compétitifs. Vous auriez dû y penser avant de tout lui confier sans évaluer les conséquences. Il a baissé les yeux. J'ai fait une erreur, a-t-il dit d'une voix éteinte. Je pensais que le leadership était plus important que la partie technique. Je me suis trompé. Oui, tu t'es trompé. Reviens. Aide-nous à nous relever. Je te donnerai ce que tu demandes, un titre, un salaire, des actions, des conditions, tout ce que tu veux. Tu m'offriras ce que j'ai moi-même construit. Quelle générosité. Il a tenté de se justifier, mais il n'avait aucun argument. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai injustement favorisé Séraphin. Mais ça reste une affaire de famille. C'est ton affaire. Ma famille, je l'ai construite ailleurs. Manufacture Duval n'est pas ta famille, a-t-il murmuré. Non, mais mes brevets le sont. Mon prestige, mes compétences, mes résultats. Tout ce qui compte est à moi. Vous avez un bâtiment et des machines. Ne laisse pas tout ce que j'ai fait s'effondrer, a-t-il supplié. Ce que tu as fait était déjà en train de s'effondrer avant même que j'existe dans l'organigramme. Je l'ai sauvé une fois. Je ne le ferai pas une deuxième. Mon père s'est mis à pleurer, de vraies larmes, profondes. Et bien que j'aurais dû ressentir du soulagement ou un sentiment de justice, je n'ai ressenti que du vide. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Désolé de ne pas avoir vu ta valeur. Désolé d'avoir toujours préféré Séraphin. Désolé de t'avoir fait croire que tu ne comptais pas. J'apprécie que tu le dises, ai-je répondu, mais ça ne change rien. Que puis-je faire pour arranger les choses? Rien. Il y a des ponts que,
Une fois brûlé, on ne peut pas reconstruire. Je l'ai laissé assis là et je ne l'ai plus jamais revu. 18 mois après avoir présenté ma démission, Solutions Industrielles Lefebvre a officiellement annoncé son dépôt de bilan. La nouvelle ne m'a pas surpris du tout. Sans nouveau développement, avec des ventes qui s'effondraient trimestre après trimestre et avec les paiements de licences qu'ils étaient toujours obligés de me verser, ce n'était qu'une question de temps avant que la structure ne s'effondre complètement. Un fonds d'investissement a acquis les actifs pour un montant bien inférieur à la valeur historique de l'entreprise. Ils ont presque tout démantelé, n'ont conservé que quelques machines, ont liquidé la plupart des postes et ont définitivement supprimé le nom qui avait autrefois représenté le travail de toute une vie de mon père. En quelques semaines, ce qu'il avait considéré comme son héritage est devenu une note d'archive dans un processus de restructuration d'entreprise. Séraphin a tenté de se maintenir à flot après la fermeture, mais le marché n'a pas de mémoire sélective. Les entreprises du secteur savaient bien qu'il avait dirigé la société pendant sa chute, et ce précédent lui a fermé des portes avant même qu'il ne puisse passer des entretiens. La dernière information que j'ai reçue est qu'il avait fini par occuper un poste de commercial pour un distributeur industriel, gagnant une petite fraction de ce qu'il percevait en tant que directeur. Ironiquement, c'était un poste qu'il aurait considéré comme inférieur lorsque tout allait bien. Isidore, de son côté, a réussi à mieux s'adapter au nouveau scénario. Ceux qui savent vendre trouvent toujours une place où s'intégrer. Il m'a contacté une seule fois pour s'excuser de ne pas être intervenu au moment de l'annonce de la succession. Il a admis qu'il savait que ce qu'ils avaient fait avec moi était injuste, mais il a préféré rester en marge pour ne pas s'attirer d'ennui dans cette ambiance si tendue. Je lui ai dit que je comprenais sa position. Au final, il essayait lui aussi de se sauver d'un environnement qui fonctionnait de manière erratique depuis des années. Ma mère a tenté de me tenir pour responsable à plusieurs reprises. Plusieurs fois, elle m'a dit que mon attitude avait brisé la famille, que j'avais été incapable de faire un effort et que permettre la chute de l'entreprise était impardonnable. Après avoir entendu ce discours répété 3 fois, j'ai cessé de lui répondre. C'est toujours sur la même personne que retombe l'attente de céder, de comprendre, de pardonner, mais il n'y a jamais d'effort réel de changement de l'autre côté. Il arrive un point où l'on comprend qu'on ne peut pas continuer à se rapetisser pour entrer dans un moule qui n'a jamais été fait pour soi. Et c'est ainsi que j'ai tout laissé, sans regarder en arrière, sans remords, mais aussi sans satisfaction. Je n'ai pas gagné en détruisant quoi que ce soit, j'ai gagné en m'étant éloigné quand il était encore temps. Il s'attendait à ce que je me plie pour préserver quelque chose qui ne m'avait jamais accordé de véritable place. J'ai choisi de ne pas jouer ce rôle, même s'ils ont du mal à l'accepter, ce fut la seule décision sensée que j'ai prise dans toute cette histoire. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.